Le retour de Misérie. Il n'éprouva rien. Il songea qu'un homme qui vient juste de se trancher la main avec une scie à ruban ressentait peut-être cette même impression de néant, tout en regardant le sang jaillir de son moignon avec une surprise horrifiée. Oui, dit-elle. Sa figure brillait comme un phare. Elle serrait ses mains puissantes entre ses seins. Ce sera un livre rien que pour moi, Paul. Le seul et unique exemplaire du dernier de la série des Miséries. Je posséderai quelque chose que je serai la seule au monde à avoir. Les autres pourront faire des pieds et des mains, jamais ils ne l'auront. Pensez à ça. Mais Misérie est morte, Annie, dit-il. Mais déjà, à son immense stupéfaction, il se disait je pourrais la faire revenir. Cette pensée le remplit d'un écœurement fatigué, sans constituer une réelle surprise. Après tout, un homme capable de boire l'eau savonneuse d'un seau devait l'être de faire un peu d'écriture dirigée, non? Mais non, elle n'est pas morte, répondit Annie d'un ton rêveur. Et même si elle l'était, quand j'étais tellement fâché contre vous, je savais qu'elle n'était pas réellement morte. Je savais que vous ne pourriez pas la tuer vraiment, parce que vous êtes bon. Vous croyez demanda-t-il, tout en contemplant la machine à écrire. Celle-ci lui grimaça son sourire. On va enfin savoir jusqu'à quel point tu es bon, vieille branche, murmura l'engin. Mais bien sûr, dit-elle. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir m'asseoir dans ce fauteuil, Annie. La dernière fois. La dernière fois, vous avez eu mal, je m'en doute bien, répondit-elle. Et ce sera pareil la prochaine fois, pire même peut-être. Puis arrivera un jour, et ce ne sera pas long, même si vous avez l'impression du contraire, où ça vous fera un peu moins mal, puis encore un peu moins mal, puis encore un peu moins mal. Puis-je vous demander quelque chose, Annie? Oh, bien sûr, mon cher. Si je vous écris cette histoire, ce roman, dit-elle, un grand et beau roman, comme tous les autres, peut-être même plus gros. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Bon, d'accord. Si je vous écris ce roman, est-ce que vous me laisserez partir quand il sera terminé? Pendant quelques instants, une expression qui trahissait son malaise s'attarda sur le visage d'Annie, puis elle le regarda attentivement. Vous parlez comme si je vous retenais prisonnier, Paul. Il ne dit rien, se contentant de la regarder. Je pense que lorsque vous l'aurez terminé, vous serez capable de supporter l'attention, de rencontrer de nouveau d'autres personnes, reprit-elle. C'est ce que vous vouliez entendre? Oui, c'est ce que je voulais entendre, répondit-il. Eh bien, honnêtement, reprit-elle, j'avais entendu dire que les écrivains étaient égocentriques, mais je n'aurais pas cru que cela voulait dire aussi ingratitude. Il continua de la regarder, et au bout d'un moment, elle détourna les yeux avec impatience, un peu désarçonnée. Finalement, il dit je vais avoir besoin de tous les livres de la série des Miséries, je n'ai pas ma concordance avec moi. Oh, mais je les ai tous, évidemment, protesta-t-elle. Qu'est-ce que c'est qu'une concordance? Oh, c'est un fichier de feuilles volantes où j'ai tout ce qui concerne Misérie. Les personnages, les endroits, les dates surtout, mais classés selon plusieurs entrées qui se recoupent. L'historique des uns et des autres. Il s'aperçut qu'elle l'écoutait à peine. C'était la deuxième fois qu'elle montrait ne manifester aucun intérêt aux trucs de métier, aux techniques qui auraient passionné une classe d'apprentis écrivains. Cela tenait à l'espèce de simplicité de sa nature, songea-t-il. Annie Wilkes était typique de ces lectrices, une femme qui adorait les histoires, mais n'éprouvait pas la moindre curiosité pour les mécanismes qui permettaient de les écrire. Elle était l'incarnation de ce type victorien, le fidèle lecteur. Elle ne voulait pas entendre parler de ses recettes de cuisine, la concordance, les indices, parce que pour elle, Misérie et les personnages qui l'entouraient étaient parfaitement réels. Ces détails ne signifiaient rien pour elle. Elle aurait manifesté davantage d'intérêt s'il lui avait parlé d'un recensement dans le village de Little Dunthorpe. Oh, vous aurez bien entendu tous vos livres. Ils sont un peu cornés, mais c'est le signe qu'on les a beaucoup lus et beaucoup aimés, non? En effet, répondit-il, pas besoin de mentir cette fois. C'est très vrai. Je vais étudier la reliure, fit-elle, les rêveurs. Je relirai moi-même le retour de Misérie. En dehors de la Bible de ma mère, ce sera mon seul véritable livre. C'est une bonne idée, fit-il, pour dire quelque chose. Il avait un peu mal au cœur. Je vais sortir maintenant, pour que vous puissiez réfléchir à l'histoire. Comme c'est excitant, vous ne trouvez pas? Oh oui, Annie, tout à fait excitant. Dans une demi-heure, je reviens avec du blanc de poulet, de la purée de pommes de terre et des petits pois. Même un peu de gelée, parce que vous avez été un bon garçon, et je ferai attention à bien vous donner vos médicaments à l'heure. Vous pourrez avoir une gélule supplémentaire la nuit pour mieux dormir. Je veux être sûr que vous dormirez bien, parce que demain il faudra se mettre au travail, et je parie que vous guérirez plus vite en travaillant. Elle alla jusqu'à la porte, s'y arrêta un instant, et, grotesque, lui envoya un baiser du bout des doigts.
La porte se referma derrière elle. Il refusait de regarder la machine à écrire et réussit à résister pendant un certain temps. Mais en fin de compte, il ne put empêcher ses yeux de se porter sur elle. Elle trônait sur la commode, ricanante. L'examiner était un peu comme regarder un instrument de torture, brodequin, grille, estrapade, qui ne serait temporairement pas en service. Je pense que lorsque vous l'aurez terminé, vous serez capable de supporter la tension de rencontrer de nouveau d'autres personnes. Oh, Annie, vous me mentiez et vous vous mentiez. Je le savais et vous le saviez aussi, je l'ai lu dans votre regard. La perspective limitée qui s'ouvrait maintenant devant lui était extrêmement désagréable. 6 semaines d'existence à subir la souffrance physique de ses os brisés et à supporter de nouveau la présence de Misérie Chastain, née Carmichael, avant un enterrement hâtif au fond du jardin. À moins qu'elle ne donne sa dépouille à dévorer à Misérie la truie, manière de lui rendre justice, en somme, aussi sinistre et horrible qu'elle soit. Alors ne le fais pas, rends-la folle. À l'heure actuelle, c'est une véritable bouteille de nitroglycérine ambulante. Secoue-la un peu, fais-la exploser, tout plutôt que de rester ici à souffrir. Il essaya de regarder le fouillis des S et des L au plafond, mais bientôt, bien trop tôt, ses yeux revinrent à la machine à écrire. Toujours carrée sur la commode, muette, épaisse, lourde de mots qui ne voulaient pas écrire, souriant de son sourire édenté. « À mon avis, tu n'en as pas très envie, mon vieux. Quelque chose me dit que tu préfères rester en vie, même si ça fait mal. Si cela signifie un énième rappel de misérie, tu le feras. Du moins, tu essaieras, mais il faudra tout d'abord te colter avec moi, et j'ai l'impression que ta tête ne me revient pas. » « Comme ça, on est à égalité, maugréa Paul. Cette fois-ci, il tenta de regarder par la fenêtre. Il y avait une nouvelle chute de neige. Une fois de plus, néanmoins, il se retrouva en train de contempler la machine avec une fascination avide et morbide, sans même avoir eu conscience que ses yeux avaient bougé. S'asseoir dans le fauteuil ne faisait pas aussi mal qu'il l'avait redouté. Une bonne chose, dans la mesure où l'expérience précédente avait montré qu'il souffrirait l'enfer ensuite. Elle posa le plateau de son repas sur la commode, puis roula le fauteuil jusqu'à côté du lit. Elle l'aida à se redresser. Il éprouva un élancement douloureux et sourd dans le bassin qui s'estompa rapidement, et se pencha ensuite sur lui, le cou d'Annie s'appuyant sur son épaule comme celui d'un cheval. Un instant, il sentit battre son pouls, et une grimace de dégoût traversa le visage de l'écrivain. Puis elle passa le bras droit dans son dos, le gauche sous ses fesses, et le tint solidement. « N'essayez pas de bouger vos jambes en dessous du genou pendant que je fais ça, dit-elle. Et d'un seul mouvement, elle l'installa dans le fauteuil, avec l'aisance de quelqu'un qui replace un livre entre deux autres sur une étagère. Oh oui, elle avait de la force. Même au mieux de sa forme, l'issue d'un combat entre lui et Annie Wilkes n'aurait pas été assurée. Dans la situation actuelle, il n'aurait pas eu l'ombre d'une chance. Elle posa la planche devant lui. « Vous voyez comme elle va bien » remarqua-t-elle, allant chercher le plateau sur la commode. « Annie, demanda-t-il. « Oui ?»« Eh bien, j'aimerais bien que vous tourniez la machine à écrire pour qu'elle soit face au mur. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi diable voulez-vous que je la mette comme ça ?»« Parce que je ne veux pas la voir ricaner toute la nuit, pensa-t-il. »« Oh, une vieille superstition, répondit-il. Je tourne toujours la machine contre le mur avant de commencer un livre. » Il se tut un instant et ajouta. « Et tous les soirs pendant que je l'écris, en réalité. »« Ah, c'est comme de jeter du sel ou de ne pas passer sous une échelle. Moi, je ne passe jamais sous une échelle. » Elle fit pivoter la machine qui souriait maintenant au mur. « C'est mieux ainsi ?»« Oh oui, beaucoup mieux. »« Qu'est-ce que vous pouvez être, gamin ?» dit-elle. Puis elle vint lui donner à manger. Il rêva que Annie Wilkes, à la cour de quelque fabuleux calife arabe, évoquait des génies qu'elle faisait sortir de flacons, puis faisait une démonstration de tapis volant. Quand le tapis passa près de lui, ses cheveux ondulaient derrière elle, elle avait les yeux aussi brillants et le regard aussi inflexible qu'un capitaine naviguant entre des icebergs. Il remarqua les couleurs, vert et blanc, dont il était tissé, et reconnut une plaque d'immatriculation du Colorado. « Il était une fois, lançait Annie Wilkes, il était une fois lorsque c'est arrivé. C'est arrivé à l'époque où le grand-père de mon grand-père était enfant. C'est l'histoire d'un petit garçon pauvre. Je la tiens d'un homme qui, il était une fois, il était 2 fois. » Quand il s'éveilla, Annie le secouait, et les rayons du soleil matinal inondaient obliquement la pièce. La neige avait cessé. « Réveillez-vous, paresseux !» Annie roucoulait presque. « J'ai du yaourt et un délicieux œuf poché pour vous. Après, il sera temps de se mettre au travail. » Il regarda son expression, pleine de joyeuse impatience, et ressentit une nouvelle et étrange émotion, l'espoir.
Il avait rêvé d'Annie Wilkes en Scheherazade, son corps massif revêtu de robes diaphanes, ses grands pieds glissés dans des pantoufles brodées de sequins et recourbés au bout. Il l'avait entendue, qui, depuis son tapis magique, entonnait les phrases incantatoires par lesquelles s'ouvraient les portes des meilleures histoires. Mais bien entendu, ce n'était pas Annie qui était Scheherazade, c'était lui. Et si ce qu'il écrivait était assez bien, si elle ne pouvait pas envisager l'idée de le tuer tant qu'elle n'aurait pas découvert comment l'histoire finissait, quelle que soit la force avec laquelle ses instincts animaux réclamaient son sang, n'avait-il pas une chance? Il regarda derrière elle et vit qu'elle avait remis la machine à l'endroit avant de le réveiller. Elle lui souriait de toute la splendeur de ses touches, sauf une, lui disant qu'il était juste d'espérer et noble d'entreprendre, mais qu'à la fin un destin funeste l'attendait tout de même. Une fois dans le fauteuil, elle le poussa jusqu'à la fenêtre, afin, pour la première fois depuis des semaines, qu'il pût jouir du soleil. Et il crut avoir l'impression que sa peau, d'un blanc pâteux, ponctuée ici et là de marques dues à la position allongée, murmurait un remerciement de gratitude. Un peu de givre bordait l'intérieur des panneaux vitrés, et lorsqu'il tendit la main, il sentit comme une bulle de froid, un dôme glacé délimité par la fenêtre, sensation à la fois rafraîchissante et nostalgique, semblable au billet retrouvé d'un vieil ami. Pour la première fois depuis des semaines, des années, avait-il l'impression, il put contempler une géographie différente de celle de sa chambre et de ses éléments immuables. Le papier mural bleu, le cadre avec l'arc de triomphe, le long, long mois de février, symbolisé par le jeune garçon faisant de la luge sur une pente. Il avait le sentiment qu'il reverrait le visage et la casquette à rabat de ce gamin chaque fois qu'il passerait de janvier en février. Dut-il vivre ce changement encore 50 fois? Il se mit à examiner ce monde nouveau aussi passionnément qu'il avait regardé, enfant, son premier film. C'était Bambi. L'horizon était proche. Il l'était toujours dans les montagnes rocheuses, où toutes les perspectives un peu vastes sont coupées de saillies et de pics. Le ciel était d'un bleu matinal parfait, sans la moindre trace de nuage. Une forêt verte tapissait le flanc de la montagne la plus proche. Une trentaine d'hectares de terre libre séparaient la maison de la lisière de la forêt. Une étendue de neige d'un blanc éclatant que rien ne salissait. Impossible de dire si dessous la terre était labourée ou un simple pâturage. Une seule chose interrompait la vue du champ de neige, le bâtiment impeccablement peint en rouge qui faisait grange et étable à la fois. Quand elle lui avait parlé de son bétail, ou lorsqu'il la voyait passer d'un pas lourd devant la fenêtre, sa figure morne et impénétrable coupant comme une proue la vapeur de sa respiration, il avait imaginé des dépendances faites de briques et de brocs, comme dans les illustrations des livres d'enfants ou d'histoires de fantômes. Des toits concaves et déformés pour avoir supporté des années le poids de la neige, des fenêtres aveugles et poussiéreuses avec des carreaux cassés remplacés par du carton, une grande porte à 2 battants plus ou moins de guingois. Or, cette construction coquette et propre, avec sa peinture rouge sombre soulignée d'encadrements couleur crème, évoquait plutôt le garage pour 5 véhicules de quelques riches propriétaires campagnards déguisés en grange. Une Jeep Cherokee, âgée peut-être de 5 ans, mais manifestement bien entretenue, stationnait devant. À côté se tenait une charrue Fisher, calée dans un cadre de bois de fabrication artisanale. Pour attacher la lame destinée à dégager la neige, il suffisait d'avancer délicatement la Cherokee jusqu'au berceau, de manière à ce que les crochets du véhicule viennent s'emboîter dans les creux correspondants de la charrue. Après quoi, il ne restait plus qu'à actionner le levier de verrouillage du tableau de bord. La solution idéale pour une femme qui vivait seule et loin de tout voisin, auquel elle aurait pu faire appel pour un coup de main, si l'on excluait ces sales oiseaux de Reutemann, bien entendu. Et Annie Wilkes n'aurait pas accepté d'eux un quignon de pain, même mourant de faim. L'allée était impeccablement dégagée, ce qui prouvait qu'elle utilisait la lame, mais d'où il se tenait, la maison l'empêchait de distinguer la route. « Je vois que vous admirez ma grange, Paul. » Il sursauta légèrement en tournant la tête. Rapide et incontrôlé, le mouvement tira la douleur de sa torpeur. Elle montra méchamment les dents dans ce qui restait de ses tibias et dans le dôme de sel qui lui tenait maintenant lieu de rotule gauche. Puis elle se retourna, le piquant d'aiguille là où elle était emprisonnée dans sa caverne osseuse, avant de retomber dans son léger assoupissement. Il y avait de la nourriture sur le plateau, des aliments mous, des aliments pour malades, mais à leur vue son estomac gargouilla. Tandis qu'elle s'approchait, il s'aperçut qu'elle avait aux pieds des chaussures blanches à semelles de crêpe. « Oh oui, répondit-il, elle est superbe !» Elle posa la planche sur les bras du fauteuil roulant, puis le plateau sur la planche. Elle approcha ensuite une chaise et s'assit à côté de lui, tandis qu'il se mettait à manger. « Cette bonne blague, aussi belle qu'elle doit l'être, comme aurait dit ma mère. Je la maintiens en bon état, parce que sinon les voisins jaseraient. Ils n'arrêtent pas de chercher des choses à me reprocher, de lancer des rumeurs sur mon compte.
C'est pourquoi tout doit être impeccable. C'est très très important de sauver les apparences. Pour ce qui est de la grange, ce n'est pas un bien gros travail, tant qu'on ne se laisse pas prendre de vitesse par les choses. Le plus croquignolet, c'est d'empêcher la neige de s'accumuler et de faire s'affaisser le toit. Le plus croquignolet, pensa-t-il. Note celle-là dans le vocabulaire particulier d'Annie Wilkes pour tes mémoires, si jamais tu as la chance de pouvoir les écrire, évidemment. Avec Sale Oiseau et Cette bonne blague, et tous les autres qui vont sortir à un moment ou à un autre. Il y a 2 ans, reprit-elle, j'ai fait poser des bandes chauffantes sous le toit par Billy Aversham. On appuie sur un bouton et la neige se met à fondre. Je ne vais pas en avoir besoin encore bien longtemps cet hiver. Voyez, elles font déjà toutes seules. Sa fourchette, chargée d'un dégoulinement d'œufs, s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, tandis qu'il regardait la grange. Au bord du toit s'allongeaient des stalactites de glace, et des gouttes tombaient de ces stalactites, tombaient même rapidement. Chacune brillait dans sa chute, avant de s'écraser dans un petit canal gelé qui courait au pied du mur de la grange. « Il fait déjà 6 degrés, alors qu'il n'est même pas 9 heures, continuait joyeusement Annie, tandis que Paul imaginait le pare-choc arrière de la Camaro surgissant de la neige sale pour se mettre à scintiller. Bien sûr, ça ne va pas durer. Il faut s'attendre à encore 2 ou 3 coups de froid, et probablement à une bonne tempête. Mais le printemps arrive, Paul, et ma mère disait toujours que l'espoir du printemps est comme l'espoir du paradis. Il reposa la fourchette dans l'assiette, sans avoir mangé le morceau d'œuf. « Vous n'avez plus faim? Vous avez terminé ?»« Oui, terminé. » En esprit, il vit les Reutemann en route pour Sinwinder. Une brillante flèche de lumière venait de frapper madame Reutemann au visage. Elle grimaçait et se protégeait les yeux de la main. « Qu'est-ce qu'il y a là en bas, âme? Ne me dis pas que je suis folle, il y a quelque chose là en bas. Le fichu reflet m'a brûlé les yeux. Faites demi-tour, je veux jeter un autre coup d'œil. » « Alors je vais prendre le plateau, dit-elle, et vous allez pouvoir commencer. » Elle lui adressa un regard tout à fait chaleureux. « Je ne peux vous dire à quel point je suis excitée, Paul. » Elle sortit, le laissant assis dans le fauteuil roulant et perdu dans la contemplation des stalactites de glace qui goûtaient du toit de la grange. « J'aimerais un autre papier, si vous pouvez vous en procurer, dit-il, lorsqu'elle revint pour poser la machine et écrire sur la planche. Différent de celui-ci demanda-t-elle, en tapotant la ramette de Corazable Bond, protégée de la cellophane. Mais c'est les plus chers de tous, c'est ce que j'ai exigé dans le magasin. Est-ce que votre mère ne vous a jamais dit que ce qui était le plus cher n'était pas forcément le mieux demanda-t-il. Annie se rembrumit. L'indignation fit place à l'attitude défensive. Paul se dit que la rage n'allait pas tarder à suivre. Non, elle ne me l'a jamais dit. Ce qu'elle me disait, monsieur, je sais tout, c'est que ce que l'on a pour rien ne vaut rien. Le climat, sous le front d'Annie Wilkes, avait-il fini par découvrir, était comme le printemps dans le Middle West. Elle était une femme grosse de tornade, n'attendant que l'occasion d'éclater, et s'il avait été un fermier observant un ciel qui aurait trahi ce que trahissait maintenant le visage d'Annie, il aurait immédiatement rassemblé toute sa famille dans la cave pour attendre la tempête. Elle avait le front trop pâle, ses narines se dilataient et se contractaient comme celles d'un animal qui sent le feu. Ses mains s'étaient mises à s'ouvrir et à se refermer nerveusement, n'écrasant pour l'instant que de l'air. Le besoin qu'il avait d'elle, sa vulnérabilité devant elle, tout lui criait de faire marche arrière, de l'apaiser tant qu'il était encore temps. Ce n'était pas du tout sûr. Comme une tribu, dans un roman de Rider Haggard, aurait tenté d'apaiser la colère de sa déesse en faisant un sacrifice à son effigie. Mais il y en avait un autre en lui qui était plus calculateur et moins intimidé, et qui lui rappela qu'il ne pourrait jouer les Scheherazade s'il s'aplatissait, mort de peur, à chacune de ces tempêtes. Sinon, les tempêtes se succéderaient sans fin. Si tu ne possédais pas quelque chose qu'elle désire passionnément, raisonnait cette partie de lui-même, elle t'aurait tout de suite amené à l'hôpital, ou bien t'aurait tué un peu plus tard pour se protéger des Reutemann, car pour Annie, le monde était plein de Reutemann. Pour elle, il se dissimulait derrière chaque buisson. C'était le moment ou jamais de ne pas te laisser marcher sur les pieds par cette salope, mon petit Paul. Pas sûr que l'occasion se représente. Elle commençait à respirer plus rapidement, frôlant l'hyperventilation. Le rythme auquel elle serrait les poings s'accélérait, et il comprit que dans quelques instants, elle serait hors de sa portée. Rassemblant le peu de courage qu'il lui restait, et dans un effort désespéré pour adopter la note, à la fois ferme et calme, d'irritation la plus juste, il lui lança « Et autant arrêter tout de suite ce cinéma, piquer une crise n'arrangera pas les choses. » Elle resta paralysée et le regarda, blessée. « Il n'y a vraiment pas là de quoi se mettre dans cet état, Annie, reprit-il d'un ton patient. « Ah, c'est une ruse. Vous ne voulez pas écrire mon livre, et vous inventez des raisons pour ne pas commencer. Oh bon sang, je savais que vous le feriez. Mais ça ne marchera pas avec moi. »« Mais c'est idiot, la coupa-t-il.
Est-ce que j'ai dit que je ne voulais pas commencer? Non, non, mais c'est exact, je ne l'ai pas dit, puisque je vais le faire. Vous n'avez qu'à vous approcher, je vais vous montrer quel est le problème. Amenez-moi aussi le Webster Pot. Le quoi? Le petit récipient avec les stylos et les crayons. Dans les journaux, on les appelle parfois ainsi, à cause de Daniel Webster. C'était une histoire qu'il venait d'inventer à l'instant, mais ce moment d'inspiration eut l'effet désiré. Elle parut plus perplexe que jamais, perdue dans un monde de spécialistes dont elle n'avait pas la moindre connaissance. Cette perplexité avait dissipé, et donc par la même occasion désamorcé, encore plus sa colère. Il s'aperçut qu'elle ne savait maintenant même plus si elle avait le droit d'être en colère. Elle lui apporta le pot de crayon et de stylo qu'elle posa sèchement sur la planche. Bon Dieu, j'ai gagné? Non, ce n'était pas cela. Misery avait gagné. Non, cela aussi était inexact. C'était Scheherazade qui avait gagné. Scheherazade. Alors quoi? Maugréa-t-elle. Regardez, fit-il. Il ouvrit la ramette de papier et en prit une feuille. Puis, avec un crayon proprement aiguisé, il traça une ligne sur le papier. Il changea le crayon pour un stylo à billes, avec lequel il fit une ligne parallèle à la première. Il frotta ensuite la surface légèrement gaufrée du papier avec le gras du pouce. Les deux lignes se brouillèrent et formèrent une traînée qui suivit le mouvement du pouce, celle du crayon étant plus prononcée que celle du stylo à billes. « Vous voyez ?»« Et alors ?» fit-elle. « Eh bien, le ruban encreur de la machine va baver lui aussi. Pas autant que le trait de crayon, mais un peu plus que celui du stylo à billes. »« Parce que vous allez vous amuser à frotter toutes les pages avec votre pouce comme ça ?» fit-elle. « Non, bien sûr, répondit-il. Mais le simple fait d'empiler les pages par frottement suffira à brouiller et à faire baver le texte, sur une période de quelques semaines ou même de quelques jours, répondit-il. Et quand on travaille sur un manuscrit, on n'arrête pas de manipuler les pages. On est constamment à la recherche d'un passage, pour se rappeler un nom ou une date, par exemple. Mon Dieu, Annie, l'une des premières choses que l'on apprend dans ce boulot est que les éditeurs ont tout autant horreur de lire des manuscrits tapés sur du tel papier que des vrais manuscrits, c'est-à-dire rédigés à la main. N'appelez pas ça comme ça, fit-elle. J'ai horreur que vous en parliez de cette façon. Il la regarda, honnêtement intrigué. Que j'appelle quoi comme ça? Eh bien, quand vous salissez le talent que Dieu vous a donné pour l'appeler un boulot, je déteste cela. Oh, je suis désolé, Annie. Eh bien, vous pouvez, dit-elle sans sourire. Autant dire que vous vous prostituez. Oh non, Annie, pensa-t-il, soudain pris de fureur. Je ne me prostitue pas. Fast Cars n'était pas un travail de pute. C'était d'ailleurs de cela qu'il s'agissait lorsque j'ai tué Misery, maintenant que j'y pense. Je roulais vers l'ouest pour célébrer ma libération de l'état de prostitution. Vous m'avez tiré de ma voiture quand je l'ai bousillée et vous m'avez remis dans mon berceau. 2 $ tu bandes, 4 $ tu vois le paradis. Et de temps en temps, je vois une petite lueur dans votre regard qui me dit que tout au fond de vous, vous ne l'ignorez pas. Un jury pourrait ne pas vous condamner au bénéfice de la folie, mais pas moi, Annie. Oh non, pas ce gosse. Un bon point, admit-il. Et maintenant, revenons à la question du papier. Oh, je vous trouverai votre papier biscornouille, fit-elle, l'air boudeur. Dites-moi simplement ce qu'il vous faut, et je vous le trouverai. Tant que vous comprendrez que je suis de votre côté, commença-t-il. Oh, ne me faites pas rire, dit-elle. Personne n'a été de mon côté depuis la mort de ma mère, il y a 20 ans. Alors, croyez ce que vous voulez, reprit-il. Si vous vous sentez en insécurité au point de ne pas admettre que je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie, c'est votre problème. Il l'observait d'un air critique, et vit de nouveau la petite lueur d'incertitude dans son regard, vit son désir de le croire. Bon, excellent. Il la regarda dans les yeux avec toute la sincérité qu'il put rassembler, et il s'imagina une fois de plus lui enfonçant un tesson de verre dans la gorge. Il laissait couler définitivement le sang qui irriguait son cerveau fêlé. « Vous devriez au moins croire que je suis du côté des livres, fit-il. Vous avez parlé de le relier. Je suppose que vous faisiez allusion au manuscrit, des pages que j'aurais tapées à la machine. Évidemment, fit-elle. Tu parles, Charles, parce que si vous ameniez ce manuscrit à un imprimeur, il pourrait se poser des questions. Vous êtes peut-être naïve en matière de livres et d'édition, mais tout de même pas à ce point. Paul Sheldon a disparu, et l'imprimeur pourrait trouver curieux de recevoir un manuscrit qui reprend la création la plus célèbre de ce même Paul Sheldon, justement peu de temps après sa disparition. Et il pourrait trouver aussi les instructions curieuses à n'imprimer qu'un seul exemplaire. Tout imprimeur serait frappé par ces instructions, un roman imprimé à un seul exemplaire, rien qu'un. À quoi elle ressemblait, monsieur l'inspecteur? Eh bien, c'était une solide gaillarde, un peu l'air d'une idole de pierre dans une histoire de Rider Haggard. Juste un instant, je dois avoir son nom et son adresse dans mes dossiers. Attendez que je retrouve les doubles.
Oh, ce n'est pas une mauvaise idée, Annie, dit-il. Un manuscrit relié, peut-être bougrement beau. Ça ressemble à une grande édition in folio, mais un livre doit durer longtemps, et si j'écris celui-ci sur du mauvais papier, il ne restera plus rien qu'un paquet de feuilles grisâtres dans une dizaine d'années, sauf évidemment si vous le rangez sur une étagère. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait faire, n'est-ce pas? Oh, bon sang, non. Elle voudrait l'ouvrir tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, l'ouvrir et s'en repaître. Son visage avait pris une étrange expression glaciale. Il n'aima pas cet air d'entêtement, cette manifestation presque ostentatoire d'inflexibilité. Cela le rendait nerveux. Il pouvait évaluer sa fureur, mais il y avait là quelque chose d'aussi opaque qu'enfantin. « Vous n'avez pas besoin d'en dire davantage, dit-elle. Je vous ai déjà dit que vous auriez votre papier. Quel genre de papier ? Eh bien, dans ce magasin de fourniture de bureau où vous avez été. Oui, le Paper Patch, dit-elle. Le Paper Patch, si vous voulez. Vous leur dites que vous voulez 2 ramettes. Une ramette est un paquet de 500 feuilles. Oh ben ça, je le sais, Paul. Je ne suis pas idiote. Je sais bien que vous ne l'êtes pas, répondit-il, en se sentant devenir de plus en plus nerveux. La douleur avait commencé à se manifester subrepticement le long de ses jambes, à nouveau, et un peu plus ouvertement à hauteur du bassin. Cela faisait plus d'1 heure qu'il était assis, et son corps disloqué, là, en bas, se mettait à protester. Surtout, reste calme, pour l'amour du ciel, ce n'est pas le moment de perdre le terrain gagné. Mais ai-je gagné quoi que ce soit? Ne suis-je pas en train de me raconter des histoires? Bon, ok, demandez 2 ramettes de Miméo grain long. Le Hammermill Bond est une bonne marque, triade moderne aussi. 2 ramettes de Miméo vous coûteront moins cher qu'une seule de Cora Sable, et ça devrait suffire pour faire tout le travail, le brouillon et le texte définitif. J'y vais tout de suite, dit-elle en se relevant soudain. Il la regarda, inquiet, comprenant qu'elle avait l'intention de le laisser une fois de plus sans médicaments, et en plus assis ce coup-ci. La position assise le faisait déjà souffrir. La douleur serait monstrueusement atroce le temps qu'elle revienne, même si elle faisait vite. « Oh, ce n'est pas indispensable, dit-il précipitamment. Ce papier-là est bien assez bon pour commencer. Après tout, je peux m'en servir comme brouillon. Oh, seuls les imbéciles commencent un travail avec de mauvais outils, dit-elle. Elle prit la ramette de papier, puis s'empara de la feuille aux 2 lignes brouillées et la roula en boule. Elle jeta l'une et l'autre dans la corbeille à papier et lui tourna le dos. Cette expression dure et inflexible couvrait son visage comme un masque. Ses yeux luisaient comme 2 pièces en métal blanc terni. « Je vais en ville tout de suite, reprit-elle. Je sais que vous tenez à commencer dès que possible, puisque vous êtes de mon côté. » Elle prononça ces 3 derniers mots avec une intense intonation sarcastique, et se dit Paul une haine de soi qu'elle ne pourrait jamais se figurer. « Et c'est pourquoi je ne prendrai même pas le temps de vous remettre au lit. » Elle grimaça un sourire qui lui étira grotesquement les lèvres comme à une poupée, et passa à côté de lui dans ses chaussures silencieuses d'infirmière. Ses doigts effleurèrent les cheveux de Paul. Il tressaillit, il aurait voulu se retenir, mais en fut incapable. Sur les lèvres d'Annie, le sourire de mort-vivant s'étira encore. « Bien que, poursuivit-elle, je craigne que cela ne retarde le début du retour de Misery d'1 jour ou 2, peut-être même 3. Oui, cela pourra prendre 3 jours avant que vous soyez capable de vous asseoir à nouveau. À cause de la douleur, c'est trop bête. J'avais mis du champagne à rafraîchir dans le frigo, je vais devoir le remettre dans le cellier. Mais sincèrement, Annie, je peux commencer, si seulement... Non, Paul. Elle gagna la porte et fit demi-tour, le regardant avec toujours la même expression butée. Seules les 2 piécettes ternies de ses yeux étaient pleinement vivantes au fond de leurs orbites. « Il y a une réflexion sur laquelle je voudrais vous laisser, reprit-elle. Vous vous imaginez peut-être pouvoir me berner, me mystifier. Je sais que je donne l'impression d'être lente et stupide, mais je ne suis ni lente ni stupide, Paul, ni lente ni stupide. » Soudain son visage se défit. L'entêtement inflexible vola en éclats, laissant apparaître les traits d'un enfant saisi d'une colère pathologique. Un instant, Paul crut bien qu'il allait mourir de terreur. Ne venait-il pas de se convaincre d'avoir repris du terrain sur elle? Ne l'avait-il pas cru? Pouvait-on sérieusement jouer les Scheherazade quand on se trouvait à la merci d'une folle? Elle se précipita vers lui à travers la pièce, ses lourdes jambes comme des bielles, ses coudes fendant l'atmosphère malsaine de la chambre comme 2 pistons. Les épingles qui retenaient ses cheveux se détachèrent, et des mèches se mirent à lui retomber devant les yeux en tressautant. Son pas n'était plus silencieux maintenant, on aurait dit Goliath parcourant la vallée des ossements de ses enjambées de géants. L'image de l'arc de triomphe se mit à vibrer, comme gagnée par la peur. « Ah !» hurla-t-elle, en abattant le poing sur le dôme de sel qui était naguère la rotule gauche de Paul Sheldon. Il rejeta la tête en arrière et hurla, veines et artères comme des cordes à son cou et son front.
Une explosion de douleur monta de son genou et l'enveloppa de son rayonnement aveuglant de supernova. Elle enleva la machine à écrire de la planche et la reposa violemment sur la commode, soulevant le poids mort de métal avec la même aisance qu'un simple carton à chaussures. « Puisque c'est comme ça, vous resterez assis là, grinça-t-elle, lèvres étirées en un rictus qui se voulait un sourire. Vous n'aurez qu'à méditer sur celui qui commande ici, et sur tout ce que je pourrais imaginer pour vous faire souffrir si vous vous conduisez mal ou si vous essayez de me berner. Vous resterez assis, et vous crierez tant que vous voudrez, personne ne peut vous entendre. Jamais on ne s'arrête ici, parce que tout le monde sait que Annie Wilkes est cinglée, tout le monde sait ce qu'elle a fait, même si on m'a déclarée innocente. » Elle repartit vers la porte et de nouveau fit demi-tour. Il crut qu'il allait avoir de nouveau droit à une charge furieuse et se mit à hurler, ce qui la fit sourire encore plus largement. « Je vais vous dire encore autre chose, reprit-elle doucement. Ils pensent que je m'en suis bien sorti, et ils n'ont pas tort. Réfléchissez à cela, Paul, pendant que je vais en ville chercher votre papier biscornouille. » Elle sortit et claqua la porte avec une telle violence que toute la maison vibra, puis il entendit le grincement de la clé dans la serrure. Il se laissa aller dans le fauteuil, tremblant de tout son corps, s'efforçant d'arrêter de trembler parce que ça lui faisait mal et incapable d'y arriver. Des larmes lui coulaient le long des joues. Il ne cessait de la revoir fonçant dans la chambre, il ne cessait de la revoir qui abattait le poing sur ce qui restait de son genou, comme un ivrogne abat le sien sur le comptoir de chêne d'un bar. Il ne cessait de se sentir englouti dans la terrible supernova blanc-bleu de la douleur. « Je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, gémit-il, tandis qu'à l'extérieur, la Cherokee démarrait dans une pétarade. Mon Dieu, je vous en supplie, faites-moi sortir d'ici, ou tuez-moi, laissez-moi sortir d'ici, ou tuez-moi. » Le ronflement du moteur s'éloigna sur la route, et Dieu ne fit ni l'un ni l'autre, l'abandonnant à ses larmes et à ses souffrances, maintenant réveillé et hyperactif dans tout son corps. Il pensa plus tard que les gens, dans leur inaltérable perversité, transformeraient ce qu'il fit ensuite en acte d'héroïsme, et lui les laisserait probablement dire, alors qu'en fait, il ne s'agissait à ses yeux que d'une ultime tentative désespérée d'auto-préservation. Très vaguement, il eut l'impression d'entendre un commentateur sportif pris d'un délire d'enthousiasme, Howard Cosell ou Warner Wolf, ou encore peut-être le plus fou de tous, Johnny Most, décrire la scène, comme si ses efforts pour arriver jusqu'à la réserve de médicaments avant que la douleur ne l'achevât avaient été quelques bizarres événements sportifs, à Interville, revu et corrigé par Caligula, par exemple. Comment appeler cette épreuve? La course à la came? L'énergie qu'arrive à déployer Paul Sheldon aujourd'hui, c'est à ne pas y croire, s'enthousiasmait le commentateur dans la tête de Paul. Personne dans le stade Annie Wilkes, ou parmi les téléspectateurs, n'aurait osé imaginer qu'il avait la moindre chance de faire bouger ce fauteuil roulant après le coup qu'il a reçu. Mais je crois, oui, ça y est, il bouge. Regardons le ralenti. La sueur qui coulait sur son front vint lui piquer les yeux. Sur ses lèvres, il lécha un mélange de sel et de larmes. Son tremblement n'arrivait pas à s'arrêter. La douleur était comme la fin du monde. Il pensa « Il arrive un moment où parler de la douleur est inutile. Personne ne peut savoir qu'il existe une telle souffrance dans le monde. Personne. C'est comme être possédé par des démons. » C'est seulement la pensée d'une Ovril, de ses gélules qu'elle conservait quelque part dans la maison, qui lui donna la force de continuer. Le fait que la chambre fût fermée, la possibilité que la drogue ne se trouvât pas au rez-de-chaussée, comme il le supposait, mais cachée ailleurs, le risque de la voir revenir et d'être pris sur le fait, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était que des ombres au regard de la douleur. Il réglerait chacun de ses problèmes quand il se présenterait, ou bien il mourrait, c'était tout. Le fait de se déplacer fit que les rubans de feu qui partaient de sa taille et s'enroulaient autour de ses jambes s'enfoncèrent plus profondément, s'incrustant dans sa chair comme des anneaux de fer bardés de pointes aiguës et chauffés à blanc à l'intérieur. Mais le fauteuil bougea. Très lentement, le fauteuil se mit à rouler. Il avait réussi à parcourir un peu plus d'1 mètre lorsqu'il se rendit compte qu'il allait se retrouver dans un coin de la chambre et non devant la porte s'il n'arrivait pas à faire pivoter le fauteuil. Parcouru de frissons, il étreignit la roue droite. Pense aux gélules, pense au soulagement qu'elles vont apporter, et pesa dessus de toutes ses forces. Le caoutchouc émit un couinement minuscule contre le bois du plancher, un vrai cri de souris. Il pesa de nouveau sur la roue, sa musculature autrefois solide, maintenant réduite à une gelée tremblotante, les lèvres découvrant ses dents qui grinçaient. Le fauteuil pivota légèrement. Il attrapa alors les 2 roues et le fit de nouveau avancer. Cette fois-ci, il parcourut 1,50 m avant de s'arrêter pour se redresser. Cela accompli, il s'évanouit. Il revint paresseusement à la réalité 5 minutes plus tard, au son de la voix lointaine et provocante du commentateur sportif dans sa tête.
Il essaye de repartir. L'énergie de ce Paul Sheldon n'est vraiment pas croyable. Au premier plan de son esprit, il n'y avait que la douleur. C'était du fond de sa tête qu'il commandait ses yeux. C'est alors qu'il les vit auprès de la porte et qu'il roula dans leur direction. Il se baissa pour en prendre une, mais ses doigts s'arrêtèrent à 10 centimètres du sol, à 10 centimètres de l'une des 2 ou 3 épingles tombées des cheveux d'Annie pendant qu'elle le chargeait. Il se mordit la lèvre, ne prêtant pas la moindre attention à la transpiration qui coulait de sa figure et de son cou et venait mouiller son pyjama. « Oh, je ne le crois pas capable d'atteindre ces épingles, les gars. C'est un effort absolument fantastique, mais j'ai bien peur qu'il ne puisse aller plus loin. » Eh bien, peut-être pas. Il laissa son buste retomber sur le côté droit du fauteuil roulant, s'efforçant tout d'abord d'ignorer la douleur, une douleur qui créait une sensation de pression grandissante, comme une inclusion dedans, puis il renonça et cria. Comme elle disait, il n'y avait personne pour l'entendre. Le bout de ses doigts pendait encore à 1 ou 2 centimètres au-dessus du sol, et se balançait juste à l'aplomb de l'épingle. Sa hanche droite lui donnait l'impression qu'elle allait exploser comme un furoncle plein de gelée d'os. « Oh mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi !» Il se tassa encore plus sur le côté, en dépit de la douleur. Ses doigts effleurèrent l'épingle, mais ne réussirent qu'à la déplacer de quelques centimètres. Paul se laissa alors glisser dans le fauteuil, toujours penché sur le côté droit, et cria encore sous l'impact de l'éclair qui monta de ses jambes. Il avait les yeux exorbités, la bouche ouverte, la langue pendante entre les dents, comme un chien en été. Du bout tombaient de petites gouttes de salive qui allaient étoiler le sol. Il pinça l'épingle entre ses doigts, serra, faillit la perdre, puis elle se retrouva dans son poing fermé. Le fait de se redresser déclencha une nouvelle onde de souffrance, et une fois cela accompli, il ne put que rester comme il était et souffler pendant un moment, haletant, la tête rejetée aussi en arrière que le permettait le dossier du fauteuil, l'épingle posée sur la planche restée en travers des bras du siège. Il crut un moment qu'il allait vomir, puis l'impression passa. « Qu'est-ce que tu fabriques » le réprimanda mollement une partie de son esprit au bout d'un moment. « Attends-tu que la douleur s'en aille d'elle-même ? Faut pas y compter. Elle n'arrête pas de citer sa mère, mais la tienne avait son propre assortiment de dictons, non ? Oui, exact. Assis ici, la tête renversée en arrière, le visage brillant de sueur, les cheveux collés sur le front, Paul en récita un à voix haute, presque comme une incantation. Il y a peut-être des fées, il y a peut-être des lutins, mais que Dieu vienne en aide à ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Oui, alors finis de traîner, mon petit Paul. La seule fée qui va montrer le bout de son nez ici appartient à la catégorie poids lourd et s'appelle Annie Wilkes. Il reprit donc sa progression, faisant rouler lentement le fauteuil jusqu'à la porte. Elle l'avait fermée à clé, mais il se croyait capable de la déverrouiller. Tony Bonassaro, réduit maintenant à un tas de cendres noires, avait été voleur de voiture. Dans le cadre du travail préparatoire de Fast Cars, Paul avait étudié l'art de forcer les portes avec un ancien flic du genre coriace, Tom Twyford. Tom lui avait montré comment faire un branchement sauvage sur le contact, comment se servir de ces minces tiges de métal que les voleurs de voitures appellent Slim Jims pour forcer une serrure de portière, et comment court-circuiter un signal d'alarme. Ou bien, lui avait dit Tom, un jour de printemps à New York, 2 ans auparavant, disons que vous ne voulez pas voler une voiture. Vous en avez une, mais vous êtes presque à sec. Vous avez un tuyau, mais la bagnole que vous avez choisie pour vous servir gracieusement possède un bouchon de réservoir à serrure. Est-ce un problème ? Non, pas du tout, si vous savez y faire, parce que la plupart de ces serrures sont des jeux d'enfants à ouvrir. Il suffit d'avoir une épingle à cheveux. Il fallut à Paul 5 interminables minutes pour placer le fauteuil roulant exactement là où il le voulait, la roue gauche touchant presque la porte. Le trou de serrure était à l'ancienne mode et rappela à Paul les dessins de John Tenniel pour Alice au Pays des Merveilles, placé comme il était au milieu d'une plaque ternie. Il se baissa légèrement dans le fauteuil, ce qui lui arracha un unique jappement, et regarda à travers. Il vit un petit couloir qui conduisait à ce qui était manifestement le salon, tapis rouge foncé sur le sol, canapé démodé couvert d'un tissu assorti, lampadaire avec abat-jour à gland. Sur la gauche, à mi-chemin du couloir, il aperçut une porte entr'ouverte. Paul sentit son pouce accélérer. Il devait très probablement s'agir de la salle de bain du rez-de-chaussée. Il l'avait suffisamment entendu qui y prenait de l'eau, y compris le jour où elle avait rempli le seau dans lequel il avait bu avec l'enthousiasme que l'on sait. Mais n'était-ce pas aussi d'ici qu'elle venait lorsqu'elle lui apportait ses médicaments ? Il lui semblait que oui. Il saisit l'épingle. Mal, elle retomba sur la planche et se mit à glisser vers le bord. « Non !» cria-t-il d'une voix rauque, la plaquant de la main au dernier moment. Il la serra dans son poing et s'évanouit une deuxième fois. Bien que n'ayant aucun moyen d'en être sûr, il lui sembla qu'il était resté inconscient plus longtemps ce coup-ci.
La douleur, mis à part les effroyables élancements brûlants qui montaient de son genou gauche, paraissait avoir un peu diminué. L'épingle était posée au milieu de la planche. Cette fois-ci, il fit jouer à plusieurs reprises les doigts de sa main droite avant de la ramasser. Maintenant, se dit-il tout en la dépliant, il ne s'agit plus de trembler. Accroche-toi à cette idée, tu ne trembleras pas. Il passa le bras devant lui et glissa l'épingle dans le trou de serrure, écoutant le commentateur sportif dans sa tête, si vive, décrire l'action. Une sueur huileuse lui coulait continuellement sur le visage. Il tendit l'oreille, mais surtout il écouta ce que lui disait le bout de ses doigts. Dans une serrure de pacotille, lui avait dit Tom, le butoir est juste un bout de ferraille qui oscille comme un rocking chair. Vous voulez retourner en rocking chair? Rien de plus facile. On le prend aux pattes et hop, de la gnognotte. Avec une serrure comme ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. On relève le butoir et on dégage rapidement le pen avant qu'il retombe. Il atteignit le butoir à 2 reprises, mais à chaque fois l'épingle glissa dessus et il se referma avant que Paul ait pu faire bouger le pen. L'épingle commençait à se plier. Encore 2 ou 3 essais et elle va casser, pensa-t-il. Mon Dieu, je vous en prie, dit-il en l'introduisant à nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce que vous en dites? Rien qu'un petit geste pour le môme, c'est tout ce que je demande. Et les gars, Sheldon s'est montré héroïque aujourd'hui, mais ce sera la dernière tentative. La foule retint sa respiration. Il ferma les yeux, et la voix du commentateur s'estompa, comme il tendait avidement l'oreille vers le chuchotement de l'épingle dans la serrure. Maintenant, ça résiste, eh bien, le butoir. Il l'imaginait dans son logement, incurvé comme le pied d'un rocking chair, s'appuyant contre le pen et le clouant sur place, le clouant, lui, sur place. C'est un simple jeu d'enfant, Paul, suffit de rester calme. Lorsque l'on souffre aussi horriblement, ce n'est pas facile de rester calme. Il saisit la poignée de la main gauche, passant pour cela sous son bras droit, et commença à enfoncer délicatement l'épingle. Il appuya un peu plus fort, encore un peu. Il imaginait le mouvement du butoir dans sa petite alcôve poussiéreuse. Il voyait le pen qui commençait à se rétracter. Inutile de le faire complètement rentrer, bon Dieu, inutile. Inutile de basculer complètement le rocking chair, pour reprendre la métaphore de Tom. Dès l'instant où il quittait la gage de l'encadrement, une simple poussée, l'épingle se mit simultanément à plier et à glisser. Il sentit ce qui se passait et, désespéré, poussa vers le haut tant qu'il put en enfonçant la porte. Il y eut un claquement et l'épingle se brisa en 2. La partie à l'intérieur tomba dans la serrure et pendant quelques instants sinistres, il se dit qu'il avait échoué. Puis il vit que la porte s'ouvrait lentement, le pen dépassant de la platine comme un doigt d'acier. « Seigneur Jésus, merci, merci Jésus !» murmura-t-il. « Revenons sur le ralenti !» exulta Warner Wolf dans sa tête, tandis que les dizaines de milliers de spectateurs du stade Annie Wilkes, sans parler de ceux qui étaient chez eux devant leur téléviseur, applaudissaient et criaient à tout rompre. « Pas encore, Warner !» grogna-t-il. Sur quoi, il s'attela à la longue et épuisante tâche consistant à manœuvrer le fauteuil de façon à le placer dans l'encadrement de la porte. Il y eut un mauvais moment. Non, plus que cela, affreux, horrible, quand il se rendit compte que le fauteuil ne passait pas. Il n'avait que 5 centimètres de trop, mais c'était 5 centimètres de trop. Elle l'a amené replié, et c'est pour ça que j'ai tout d'abord pensé à un caddie, l'informa froidement sa mémoire. Finalement, il réussit à forcer le passage, difficilement, en se plaçant au milieu de l'encadrement. Il se pencha en avant, saisit les montants et tira de toutes ses forces. Les bouchons qui coiffaient l'axe des roues grincèrent contre le bois, mais il passa. Après quoi, il s'évanouit une fois de plus. La voix d'Annie le tira de sa torpeur. Il ouvrit les yeux et vit qu'elle pointait sur lui un fusil de chasse. La fureur faisait briller ses yeux, des bulles de salive crevaient entre ses dents. « Puisque vous tenez tant que ça à votre liberté, Paul, lui dit-elle, je vais avoir la joie de vous l'accorder. » Elle releva les 2 percuteurs. Il sursauta dans l'attente de la double détonation, mais il n'y en eut pas, bien entendu. Il s'était déjà rendu compte qu'il rêvait. Non, ce n'était pas un rêve, mais un avertissement. Elle pouvait revenir n'importe quand, absolument n'importe quand. La qualité de la lumière que laissait passer la porte de la salle de bain avait changé. Elle brillait davantage. La clarté de midi, aurait-on dit, si seulement l'horloge avait sonné pour lui indiquer s'il avait raison ou non, mais elle restait obstinément silencieuse. Elle est restée partie plus de 50 heures l'autre jour. Plus de 50 heures. Pourquoi pas 80 cette fois-ci? Tout comme la Cherokee peut arriver dans 5 secondes, au cas où tu l'ignorais, mon ami, la météo peut lancer des avis de tornade, mais quant à dire où et quand elles frapperont, ils n'en savent foutrement rien. Très juste, dit-il à voix haute, poussant le fauteuil roulant en direction de la salle de bain. De la porte, il vit une pièce austère, avec un sol au carrelage hexagonal blanc. Une baignoire se dressait sur ses pieds à griffes, un éventail de rouille sous chacun des robinets.
Un placard à linge se trouvait à côté, en face un lavabo, au-dessus du lavabo une armoire à pharmacie. Elle avait laissé le seau dans la baignoire, il en apercevait le haut en plastique. Le couloir était assez large pour qu'il pût faire pivoter le fauteuil, mais l'épuisement faisait trembler ses bras. Enfant chétif, il avait fait un effort pour prendre raisonnablement soin de son corps une fois adulte, mais ses muscles étaient maintenant ceux d'un infirme, et l'enfant chétif était de retour, comme si tout le temps passé à courir, à faire des pompes et à ramer sur son Nautilus n'avait été qu'un rêve. Au moins cette porte-ci était plus large. Pas beaucoup, mais suffisamment pour faire de son passage autre chose qu'une épreuve à en avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Paul heurta l'un des jambages, puis les roues de caoutchouc roulèrent en douceur sur les carreaux. Une odeur âcre lui parvint, qu'il associa automatiquement à l'idée d'hôpital. Odeur de lysol, peut-être. Il n'y avait pas de toilette dans cette salle de bain, ce dont il se doutait déjà. Les seuls bruits de chasse d'eau provenaient du premier, et maintenant qu'il y pensait, il y en avait toujours un qui y suivait quand il s'était servi du bassin. Il n'y avait ici que la baignoire, le lavabo et le placard, dont la porte était ouverte. Il jeta un bref coup d'œil aux piles proprement rangées de serviettes bleues. Il les connaissait bien, puisqu'elle le séchait avec, après l'avoir lavé à l'éponge, et tourna son attention vers l'armoire à pharmacie au-dessus du lavabo. Elle était hors de portée. Il pouvait s'étirer tant qu'il voulait, il lui manquait 20 bons centimètres pour l'atteindre. Il s'en rendait parfaitement compte, ce qui ne l'empêcha pas néanmoins d'essayer, incapable qu'il était de croire que le destin, ou Dieu, ou quoi que ce fût de ce genre, pût être aussi cruel. Il avait l'air d'un joueur de baseball courant après une balle longue qu'il sait n'avoir aucune chance d'attraper. Paul émit un gémissement de bête blessée, baissa les bras et se laissa aller, haletant dans le fauteuil. Le nuage de la torpeur se reforma. Dans un effort de volonté, il le chassa et regarda autour de lui, cherchant quelque chose qui l'aiderait à ouvrir la porte de l'armoire à pharmacie. C'est alors qu'il aperçut le balai au cédar, avec son long manche bleu posé raide dans un coin. « Tu vas te servir de ça, vraiment ? Au fond, pourquoi pas ? Il suffit de forcer la porte de l'armoire à pharmacie et de faire dégringoler tout le bazar dans le lavabo. Mais les flacons vont se briser, et même s'il n'y a pas de flacon de verre, ça m'étonnerait, tout le monde a de la Listerine ou du Scope, ou un truc comme ça chez soi. Tu n'auras aucun moyen de tout remettre en place. Et qu'est-ce qui se passera quand elle reviendra et verra tout ce gâchis ? Je lui dirai que c'était misérie, coassa-t-il. Je lui dirai qu'elle s'est arrêtée en passant pour prendre un tonique à réveiller les morts. Sur quoi il éclata en sanglots. Mais même à travers ses larmes, il avait les yeux qui furetaient dans la pièce, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, une inspiration, de quoi souffler, juste de quoi souffle. Il explorait de nouveau le placard, et sa respiration haletante s'arrêta soudain, tandis que ses yeux s'agrandissaient. La première fois qu'il l'avait inspecté, vaguement, il n'avait fait attention qu'aux étagères, avec leurs empilements au carré de draps, de têtes d'oreiller et de serviettes. C'était maintenant le sol qu'il examinait, sol sur lequel s'entassaient un certain nombre de cartons. Certains portaient l'étiquette Lilly, d'autres Upjohn, d'autres encore Cam Pharmaceutical. Il fit brutalement pivoter le fauteuil, se faisant mal et ne s'en souciant pas. « Je vous en prie, bon Dieu, faites que ce ne soit pas sa réserve de shampoing ou de serviettes périodiques ou les photos de sa chère sainte de mère. » Il agrippa maladroitement l'une des boîtes, la tira à l'extérieur du placard et releva les battants. Pas de shampoing, pas d'échantillons de produits de beauté, loin de là. Il y avait un fouillis inextricable de médicaments, la plupart dans des emballages de petite taille marqués échantillons. Au fond, des pilules, des gélules de différentes couleurs tombaient là. Il connaissait certains produits comme le Motrim et le Lopressor, des médicaments contre l'hypertension que son père avait pris pendant les 3 dernières années de sa vie. Il y en avait d'autres dont il n'avait jamais entendu parler. « Novril » murmura-t-il, fouillant furieusement au milieu des boîtes, tandis que la sueur l'inondait et que les élancements de ses jambes devenaient plus violents. « Le Novril, où est ce putain de Novril ?» Pas de Novril. Il remit en place les rabats et repoussa le carton dans le placard, sans chercher vraiment à le placer exactement comme il l'avait trouvé. Ça devrait aller, le coin était aussi bien rangé qu'une poubelle. Se penchant loin sur la gauche, il arriva à s'emparer d'un deuxième carton. Il l'ouvrit et tout d'abord n'en crut pas ses yeux. Darvon, Darvocet, Darvon composé, Morphose, Morphose complexe, Librium, Valium, et Novril. Des douzaines et des douzaines de boîtes d'échantillons. Délicieuses boîtes. Chère boîte, oh délicieuse, chère et sainte boîte. Il en ouvrit une en la déchirant d'un coup de griffe et vit les gélules qu'elle lui donnait toutes les 6 heures, bien rangées dans leur conditionnement transparent. À n'utiliser que sur prescription médicale, lisait-on sur l'emballage. Oh Seigneur Jésus, le toubib est arrivé, sanglota Paul.
Il déchira la cellophane avec les dents et mâcha 3 des gélules, à peine conscient de leur goût abominablement amer. Il s'arrêta, regarda les 5 qui restaient dans l'emballage mutilé et en avala une 4e. Il abaissa vivement les yeux, le menton sur le sternum, une expression où se mêlaient la peur et la ruse dans le regard. Il avait beau savoir qu'il était encore trop tôt pour éprouver le moindre soulagement, il en ressentait cependant un, comme si détenir les gélules avait été plus important que de les avaler. Impression d'avoir pris le contrôle de la lune et des marées, de n'avoir eu qu'à tendre la main pour cela. C'était une idée énorme, prodigieuse, mais aussi effrayante, recouvrant un sentiment de culpabilité, d'acte blasphématoire. Si jamais elle débarque maintenant... Ok, d'accord, message reçu. Il regarda dans le carton, essayant de calculer combien de boîtes d'échantillons il pourrait dérober sans qu'elle s'aperçût qu'une petite souris du nom de Paul Sheldon avait grignoté une partie de ses réserves. Cette idée le fit rire, d'un rire aigu, soulagé, et il comprit que le médicament n'agissait pas que sur ses jambes. Il venait de prendre sa dose, si l'on ne craignait pas cette précision vulgaire. Bouge-toi le cul, idiot. Pas le temps de se mettre à jouir de cette euphorie. Il prit 5 boîtes, soit 30 gélules en tout. Il dut se retenir pour ne pas en emporter davantage. Il remit en désordre celles qui y restaient, au milieu des autres médicaments, dans l'espoir que le résultat aurait le même aspect pêle-mêle qu'avant. Il replia les rabats et glissa le carton dans le placard à linge. Une voiture se rapprochait. Il se redressa, les yeux exorbités. Ses mains tombèrent sur les bras du fauteuil auquel elles s'accrochèrent dans une étreinte pleine de panique. Si c'était Annie, il était baisé et c'était foutu pour lui. Jamais il n'aurait le temps de manœuvrer cette espèce d'engin encombrant et trop grand jusque dans la chambre. Peut-être aurait-il celui de l'assommer d'un coup, du manche d'Océdar, ou de n'importe quoi, avant qu'elle lui torde le cou comme à un poulet. Il resta assis dans le fauteuil roulant, les échantillons de Novril sur les genoux, les jambes brisées, raides et droites devant lui, et attendit que le véhicule passât ou s'arrêtât. Le grondement du moteur s'enfla, ça n'en finissait pas, puis commença à diminuer. « Bon, d'accord. Tu as besoin d'un avertissement plus explicite, mon chou ?» Évidemment que non. Il jeta un dernier coup d'œil sur les cartons. Ils avaient l'air d'être placés comme il les avait vus pour la première fois. Il les avait néanmoins aperçus à travers le brouillard de la souffrance, et il ne pouvait en être entièrement sûr. Mais il savait aussi que le désordre dans lequel ils étaient empilés n'était peut-être qu'apparent. Elle présentait cette conscience renforcée des choses, de certains psychotiques, et il se pouvait très bien qu'elle eût soigneusement mémorisé la position de chacun. Il lui suffirait peut-être d'un simple coup d'œil pour comprendre, à sa façon tordue, tout ce qui s'était passé. Le savoir lui inspirait non pas de la terreur, mais de la résignation. Il avait eu besoin des médicaments, et il s'était arrangé pour s'évader de sa chambre et se les procurer. S'il devait y avoir des conséquences, une punition, il pouvait y faire face en se disant qu'il n'avait pas eu le choix. Et de tout ce qu'elle lui avait fait, cette résignation était certainement le pire symptôme. Elle l'avait transformé en une bête percluse de souffrance et dépouillée de toute option morale. Il fit lentement rouler le fauteuil en marche arrière dans la salle de bain, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il ne déviait pas de son chemin. Avant, un tel geste lui aurait arraché des cris de douleur, mais la douleur avait maintenant disparu sous une superbe surface lisse. Il roula jusque dans le hall, lorsque soudain une pensée terrible lui traversa l'esprit et le fit s'arrêter. Et si le sol de la salle de bain avait été légèrement humide, ou même un peu sale? Il regarda, et il fut pendant un instant si persuadé qu'il ne pouvait qu'avoir laissé des traces sur ses carreaux blancs impeccables qu'il en vit réellement. Il secoua la tête et regarda de nouveau. Pas de traces. Mais la porte était plus largement ouverte. Il repartit en avant, fit pivoter légèrement le fauteuil à droite, afin de pouvoir se pencher et attraper la poignée, puis referma à demi la porte. Il jaugea son aspect et la rapprocha encore très légèrement du montant. Voilà, ça devait être comme ça. Il tendit les mains vers les roues avec l'intention de faire pivoter le fauteuil en direction de sa chambre, lorsqu'il se rendit compte qu'il était plus ou moins orienté vers la salle de séjour, et que la salle de séjour est l'endroit où la plupart des gens installent le téléphone. La lumière jaillit dans son esprit comme un éclair au-dessus d'une prairie brumeuse. « Allô, ici la police de Sinwinder, l'inspecteur machin-chose à l'appareil. »« Oh, écoutez-moi, inspecteur machin-chose, écoutez et ne m'interrompez pas, car j'ignore de combien de temps je dispose. Je m'appelle Paul Sheldon, je vous appelle de la maison d'Annie Wilkes. Ça fait au moins 2 semaines que je suis prisonnier, peut-être un peu moins. Et je... »« Annie Wilkes ?» demanda l'inspecteur. « Oui, ramenez-vous en vitesse, envoyez une ambulance, et pour l'amour du ciel, soyez ici avant son retour. »« Avant son retour ?» gémit Paul. « Oh oui, mais risqué. » « Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle a le téléphone? L'as-tu jamais entendu sonner? Qui pourrait-elle appeler? Ses bons amis, les Reutemann?
Ce n'est pas parce qu'elle n'a personne avec qui bavarder toute la journée qu'elle est incapable de comprendre qu'il pourrait lui arriver un accident. Elle peut tomber dans l'escalier, se casser un bras ou une jambe, la grange peut prendre feu. Combien de fois as-tu entendu sonner ce soi-disant téléphone? Bah oui, on n'est pas obligé de s'en servir, de téléphoner au moins une fois par jour, sans quoi la compagnie annule votre abonnement. En outre, je suis resté inconscient une bonne partie du temps. Tu tires un peu trop sur la ficelle, tu tires un peu trop, et tu le sais. Oui, il le savait, mais l'idée du téléphone, de la sensation que lui procureraient les bonites noires et fraîches sous les doigts, du cliquetis du cadran circulaire ou du bourdonnement s'il faisait le zéro, tout cela était trop séduisant pour résister. Il régla le fauteuil de manière à se trouver dans l'axe du salon et le fit rouler. Une odeur humide de renfermé et une sensation obscure d'accablement l'accueillirent à l'entrée. Bien que les rideaux des fenêtres en saillie fussent seulement à demi tirés sur une superbe vue des montagnes, la pièce paraissait trop sombre, ses couleurs étaient trop sombres, pensa-t-il. Le rouge foncé dominait, comme si l'on avait répandu des litres de sang veineux un peu partout. Sur le manteau de la cheminée, on voyait un portrait, une photographie coloriée d'une femme rébarbative, aux yeux minuscules enfoncés dans un visage charnu. La bouche, petite, était serrée en cul-de-poule. Dans son cadre rococo, à la fausse dorure, la photographie avait la taille de celle du président dans un bureau de poste fédéral. Paul n'avait pas besoin d'une attestation notariée pour comprendre qu'il s'agissait de la mère d'Annie, la sainte femme. Il avança un peu plus loin dans la pièce. Du côté gauche, le fauteuil roulant heurta un petit guéridon encombré d'objets de pacotille. Ils s'entrechoquèrent en tintant, et l'un d'eux, un pingouin sur son bloc de glace en céramique, se renversa. Sans réfléchir, Paul tendit la main et le rattrapa, d'un geste presque naturel, puis la réaction survint. Il tenait le pingouin serré dans son poing, s'efforçant de contenir le tremblement qui le gagnait. « Tu l'as eu, pas de panique, et en plus il y a un tapis sur le plancher, il ne se serait sans doute pas cassé. » « Mais s'il s'était cassé, hurla une voix dans sa tête, s'il s'était cassé, je t'en supplie, retourne dans ta chambre avant de laisser quelque chose derrière toi, une trace quelconque. Non, pas encore. Pas encore, quelle que fût la terreur qu'il éprouvait, parce qu'il lui en avait déjà trop coûté, et que s'il devait y avoir remboursement, il voulait l'obtenir. Des yeux, il parcourut la pièce où s'entassait un mobilier lourd et sans grâce. Les deux baies vitrées en rotonde, avec leur vue superbe sur les rocheuses, auraient dû en ordonner l'agencement. Au lieu de cela, elle était dominée par la photo de cette femme adipeuse et revêche qui, dans son cadre aux dorures biscornues pétrifiées, reflétait une lumière d'outre-tombe. Sur une table qui faisait face au canapé et sur laquelle on se serait attendu à trouver un poste de télévision, trônait un téléphone à cadran. Avec douceur, retenant sa respiration, il reposa le pingouin de céramique. « Maintenant, mon histoire est finie », lisait-on sur le bloc de glace, sur le guéridon et fit rouler le fauteuil vers le téléphone. Il y avait en face du canapé une petite table gracile sur laquelle était posé un vase d'un verre abominable contenant des fleurs séchées. Le pied du vase était ridiculement étroit et l'ensemble prêt à se renverser au premier effleurement. Il en fit le tour à bonne distance. Aucun bruit de voiture à l'extérieur, seul lui parvenait le souffle du vent. Il saisit le combiné et le souleva lentement. Un bizarre pressentiment d'échec s'empara de lui avant même de l'avoir porté à l'oreille et de découvrir l'absence de tonalité. Il le replaça aussi lentement qu'il l'avait pris, tandis que lui revenait à l'esprit, avec une espèce d'à-propos absurde, un vers d'une rengaine de Roger Miller. « No phone, no pulse, no pets. I haven't got not cigarettes. » Il suivit des yeux le fil du téléphone, repéra l'embranchement sur la plainte et constata que la prise était bien en place. Tout avait l'air en parfait état de marche, comme la grange avec ses bandes chauffantes. C'est très, très important de sauver les apparences. Il ferma les yeux et vit Annie retirant la prise, introduisant de la colle dans le trou et replaçant la prise. Le service du téléphone ne se douterait jamais qu'elle l'avait mise hors service, à moins que quelqu'un ne tentât de l'appeler et ne signalât le dérangement. Mais qui appelait Annie? Elle recevait la facture de l'abonnement, payait rubis sur l'ongle, mais le téléphone n'était qu'une mise en scène, un élément dans sa bataille permanente pour sauver les apparences, comme Lagrange avec sa peinture rouge et crème impeccable et ses bandes chauffantes pour faire fondre la neige. Avait-elle castré le téléphone au cas où il se lancerait dans une expédition semblable? Avait-elle prévu cette éventualité, qu'il soit capable de sortir de sa chambre? Il en doutait. Le téléphone, quand il était en état de marche, avait dû lui taper sur les nerfs bien avant qu'il fasse irruption dans sa vie. Il l'imaginait gisant la nuit dans son lit, complètement réveillé, les yeux au plafond, écoutant les gémissements du vent des hauteurs, se représentant les gens qui ne l'aimaient pas ou qui lui voulaient carrément du mal, tous les Reutemann du monde,
Des gens qu'auraient pu saisir, à n'importe quel moment, la fantaisie de décrocher le téléphone pour l'appeler et lui crier « Tu es coupable, Annie. On t'a traîné jusqu'au tribunal de Denver, et nous savons que tu es coupable. On ne t'aurait pas traîné jusqu'à Denver si tu avais été innocente. » Elle aurait pu demander, et obtenir, d'être inscrite sur la liste rouge. Bien entendu, toute personne accusée d'un crime majeur, et on ne passait pas à Denver pour des petits délits, et acquittée l'aurait fait. Mais une femme aussi profondément névrosée que Annie Wilkes aurait rapidement trouvé cette mesure insuffisante. Ils étaient tous ligués contre elle. Ils pouvaient se procurer son numéro s'ils le voulaient. Les avocats qui avaient plaidé contre elle seraient trop heureux de le communiquer à tous ceux qui leur demanderaient. Et les gens le demanderaient, bien sûr. Car pour elle, le monde devait être un lieu de ténèbres, plein de masses humaines mouvantes comme la mer. Un univers malveillant entourant de toutes parts une unique petite scène sur laquelle un unique projecteur braquait une lumière violente pour l'éclairer, pour n'éclairer qu'elle. Alors autant éliminer le téléphone, le rendre définitivement silencieux, comme elle le rendrait définitivement silencieux, lui, si elle apprenait qu'il s'était rendu jusqu'ici. Soudain, un vent de panique se leva dans sa tête, lui disant qu'il devait immédiatement quitter cette pièce et retourner dans la chambre, cacher les gélules quelque part et regagner sa place près de la fenêtre, afin qu'à son retour elle ne vît pas la moindre différence, pas la moindre. Et cette fois-ci, il fut d'accord avec la voix, sans la plus petite réserve. Il recula avec précaution pour s'éloigner du téléphone, puis, une fois atteint un endroit suffisamment dégagé, il entreprit la tâche laborieuse qui consistait à faire demi-tour au fauteuil sans heurter table, console et guéridon. Il avait presque fini la manœuvre quand il entendit un véhicule qui approchait. Il sut avec une certitude absolue que Annie Wilkes revenait de la ville.